Vous voulez un podcast pas snob et qui se prend pas la tête? Vous êtes bien tombé, voici les technos. Et pour ce podcast qui se prend pas la tête, on a des chroniqueurs de talent, il faut bien le dire, qui se renouvellent sans cesse. Vous en voyez certains une semaine, puis d'autres une autre semaine, mais vous les connaissez à peu près tous, je pense, en tout cas, sauf si vous venez de nous rejoindre. Celui-ci s'appelle Xavier. Bonjour Xavier. Salut. Et puis celui-là s'appelle Marc. Bonjour Marc. Salut. On va parler nouvelles technologies ensemble dans un instant. Je le rappelle, les règles du jeu sont les suivantes. C'est notre revue de presse à nous, celle que nous compilons en fonction des choses de l'actualité que nous suivons, enfin en tout cas que ces deux gaillards suivent tout au long de la semaine. Ils épinglent chaque semaine quelques infos qu'ils ont trouvées sympas ou intéressantes et qu'ils ont envie de développer devant vous et vos yeux ébahis. Et donc voilà, ça c'est les règles du jeu, c'est une revue de presse, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails non plus de l'actualité de la semaine, d'autant plus que, d'après ce qu'on m'a dit, la semaine était plutôt calme côté technologie. Vous me confirmez, je pense, Xavier, hein, il y a plusieurs petites news, mais ce sont des petites news. Voilà. Mais souvent, après un Mobile World Congress, souvent après un grand événement technologique, il y a une espèce de tassement qui se produit à un moment donné, et puis voilà, donc. Mais c'est comme ça, il y a quand même des choses à dire, et on va les dire, n'ayez crainte. Pas de courrier des auditeurs cette semaine, parce qu'il y a eu du courrier, certes, on a répondu, je pense, à tout le monde, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre site lestechno.be. Merci toujours pour vos messages, merci également sur YouTube pour vos pouces levés, pour les étoiles ou les autres modes de cotation sur les autres plateformes, que ce soit dans la distribution du podcast ou de la vidéo. On commence notre abécédaire, si vous le voulez bien, par la lettre A comme il se doit, A comme Amazon. Marc, on parle d'Amazon qui arrête de vendre des produits Nest, les produits de Google en fait, hein. Qui arrêterait, parce que c'est pas encore totalement confirmé, même si la suspicion est plus que légitime. Et bon, quelque part, ça va étonner personne. On en avait parlé la semaine dernière. La news était tombée. Amazon avait décidé de racheter pour un gros paquet de milliards une petite boîte qui s'appelle Ring, qui fait notamment des produits concurrents. Voilà. Ouais. C'est la petite sonnette. Les règles du jeu sont ce qu'elles est. Et puis bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est un peu la guéguerre entre Amazon et Google depuis pas mal de temps. Les deux se tirent dessus à boulet rouge. Il y a toujours eu une confrontation entre les deux géants, et surtout de plus en plus que chacun des acteurs rentre dans des domaines de plus en plus divers qui n'ont pas grand chose à voir avec son core business d'origine, hein. Amazon à la base ça reste un vendeur de bouquins. Oui. À la base, hein, en schématisant très fort, et Google, ça reste un moteur de recherche. Et maintenant, les deux sont actifs dans quasi tous les domaines possibles et imaginables. Et donc, de ce fait, il y a des moments où ils commencent à se marcher sur les places-bandes, à se télescoper, et ça donne lieu à des trucs assez amusants, du style YouTube, qui n'est pas disponible sur certains produits Amazon, parce que Google estime que la plateforme d'Amazon pose une menace de concurrence par rapport à ses produits. Donc, du coup, comme ce sont des grands enfants, c'est « Ah, tu veux pas, ben, moi non plus je veux pas, hop, je te coupe le courant ». Et donc voilà, grosso modo, de toute façon on sait bien que ni du côté Google ni du côté Amazon ils ont vraiment besoin de ce genre de choses. On rappelle en passage, hein, petite news sous la news, Jeff Bezos reste maintenant l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 120 milliards de dollars. Mais vous aviez entendu, oui, 120 milliards de dollars, c'est bien. Ça fait relativiser certaines choses. Donc franchement, on ne va pas s'inquiéter pour lui, et de l'autre côté non plus, si les caméras Nest et les autres produits Nest ne sont plus en vente sur Amazon, c'est pas ça qui va leur faire avoir des problèmes de trésorerie de fin de mois, hein. Et quelque part, pour le public, c'est relativement transparent, parce que bon, on peut acheter ces produits où on veut finalement, hein. Si c'est pas un endroit, ce sera un autre. Ça peut juste être un petit peu gênant. Enfin, quand on a ses habitudes, c'est vrai que se dire que ce produit-là, on ne peut pas l'acheter chez tel distributeur parce que concurrent d'eux. Voilà, c'est juste un peu des gamineries. Hein. C'est des gamineries, et voilà, pour clôturer un peu la petite anecdote, maintenant on saura peut-être
pourquoi l'assistant d'Amazon ricane de temps en temps. Probablement qu'il a dû entendre parler de ça. Vous n'avez pas entendu cette histoire? Oui, il paraît qu'il a un rire sarcastique. Il a un rire sarcastique de temps en temps. La petite boîte, elle commence à ricaner toute seule. Il paraît que c'est flippant à mort. Alexa, qui ricane. On sait pourquoi. C'est vraiment particulier. Peut-être que c'est pour ça, effectivement. Exactement. On ne sait pas. Enfin bon, voilà. Donc on parlait de Google. Tiens, c'est la lettre G. G comme Google. Xavier, on va parler de musique parce que Google nous a proposé il y a une petite semaine maintenant. C'était dans la semaine ou c'était le week-end dernier? Je ne sais plus. Oui, c'était début de la semaine. Oui, c'est ça. Une espèce de boîte à musique en quelque sorte. C'est ça. Ouais. En fait, ça sort d'un lab, donc le Chrome Music Lab, qui existe déjà depuis un peu plus d'un an, je pense, de mémoire, ou même un petit peu plus. Et en fait, où Google expérimente plusieurs petites applications sous forme assez ludique autour de la musique. Donc, et un des derniers ajouts s'appelle le Songmaker, qui est en gros une espèce de boîte à rythme que vous allez pouvoir mettre utiliser dans votre explorateur, que ce soit sur Windows, sur le browser Chrome en fait. Donc que ce soit sur tablette, smartphone ou un PC, ça va fonctionner. Et vous allez pouvoir créer de la musique avec dans la partie supérieure les sons et en dessous la partie rythme. Donc les notes et puis la partie rythme en dessous. Vous avez ça de manière vraiment très ludique. Donc c'est un petit jeu. Vos enfants vont s'amuser avec. Il y a différentes choses. Il y a aussi un spectrogramme. Il y a un piano. Il y a un espèce d'oscillateur donc qui va vous permettre de faire varier la tonalité en fonction des déplacements de la souris. Il y a des cordes auxquelles on va pouvoir qu'on va pouvoir venir titiller avec la souris. Donc il y a vraiment plusieurs petits jeux sous forme de son. Il y a moyen de faire vraiment déjà des chouettes choses, mais le seul petit défaut, c'est que on peut partager ça sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas encore l'enregistrer ou l'exporter. Ah oui. Donc si vous voulez enregistrer votre création, il va falloir utiliser un logiciel externe pour enregistrer le son produit par votre ordinateur. Plutôt rigolo, c'est plus une première approche peut-être pour les plus jeunes et les choses comme ça. Très ludique, donc tous les enfants qui vont essayer ça vont certainement s'amuser pendant plusieurs longues minutes, voire plus. Et puis c'est une première découverte avec la musique sans devoir rien installer puisque ça se fait entièrement dans l'explorateur Chrome. Oui, c'est ça. Oui. Ok, bon, pourquoi pas finalement. Hein, ça peut être rigolo aussi quand on s'ennuie. faut le dire aussi. Marc, on parle encore de Google avec toi cette fois, et plus précisément de YouTube qui remplace le fameux fond vert, vous savez, celui devant lequel Madame Météo se place pour présenter ses cartes. Nous, on voit pas le vert, on voit une autre image, donc l'incrustation dans ce fond vert. Et YouTube la remplace par une intelligence artificielle. Exact. Et pour être plus précis, c'est un outil qui se base sur une technologie de segmentation en temps réel. Super. Si vous avez compris, c'est normal, moi non plus. Il y a un post sur le blog de recherche de Google qui est assez complet, qui rentre dans le détail. Si vous avez envie de vous documenter sur la chose, on pourra vous mettre le lien si vous le demandez, il n'y a aucun souci. Donc à la base, la société a décidé d'utiliser des réseaux neuronaux qui permettent d'identifier un sujet dans une séquence animée et de le séparer de son arrière-plan. C'est effectivement le principe qui est utilisé au cinéma, en télévision, pour isoler un sujet et le réincruster sur un autre décor. Seulement pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui demandait quand même un certain travail derrière et qui demandait surtout de travailler pour avoir un résultat vraiment tip-top en post-production. Alors, ce qu'ils ont réussi ici à faire, ça se rapproche assez d'un autre prototype qui avait été montré il y a quelques mois, une version bêta de Adobe Premiere qui permettait de détourer à la volée un sujet de son
contexte et de le replacer sur un autre fond, voire simplement de prendre une séquence et d'effacer certains éléments qu'on voulait enlever. C'est grosso modo la même chose. Simplement, c'est à l'envers. Alors, Google a déployé cet outil sous forme d'une fonctionnalité dans un service qui est comparable aux stories de Snapchat et d'Instagram. Notez que c'est encore en version bêta et uniquement aux States, donc ne vous attendez pas forcément à la voir, même si vous avez accès au truc. Par contre, c'est encore un peu brut de décoffrage, c'est-à-dire que lorsque vous avez l'image devant vous, vous voyez encore ce qu'on appelle des halos fantômes, c'est-à-dire à l'endroit où la personne ou le sujet touche, enfin où l'image du sujet touche le fond, la frontière, il y a encore des petits glitches, le découpage n'est pas tip-top, il y a un effet de halo, mais voilà, comme tous les projets que Google met en place pour l'instant, ça se base sur le deep learning, sur le machine learning, sur l'intelligence artificielle, et donc il y a fort à parier que d'ici quelques temps, lorsque les algorithmes auront été entraînés et alimentés avec suffisamment de cas de figure, on aura un système qui permettra d'avoir un résultat tout à fait acceptable pour une utilisation amateur. Pas oublier qu'à la base, c'est prévu pour tourner sur un smartphone. Même si les smartphones aujourd'hui sont puissants, imaginez ce qui pourrait arriver si ce genre de truc arrive dans des environnements même pseudo-professionnel ou semi-professionnel d'édition vidéo. Donc, on ne tape pas forcément au niveau d'un Premiere, mais des outils, j'ai un peu laissé tomber ce qui se passe au niveau semi-professionnel, mais un truc comme à l'époque faisait Sony Vegas, c'est typiquement le genre d'outil dans lequel on pourrait voir arriver ça. Donc, sympa, et probablement qu'à terme, ça va débarquer sur YouTube tout court aussi. Oui, disons que c'est comme tu le disais, c'est certainement très très bien, et ce sera certainement très bien justement sous forme d'application pour des usages tels que Snapchat, Instagram, Facebook, etc., pour faire des petites blagounettes et des choses du genre. Je pense que la mode va vite passer à un moment donné. C'est l'impression que ça me donne. Ceci étant dit, au niveau professionnel, je pense que le green key, comme on l'appelle, est maintenant bien géré. On arrive maintenant à faire aussi des mouvements de caméra dans des green keys, donc avec le décor qui bouge dans le plan, entre guillemets, puisque la caméra donne des informations à l'ordinateur qui dit voilà ce que je filme, montre-moi ce qui correspond à ce plan. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre, mais c'est le genre de truc que vous voyez à la télévision aujourd'hui et vous vous rendez même plus compte que le décor est virtuel, tellement il bouge, tout est très fluide, très agréable à regarder, etc. On est loin, je prenais l'exemple de Madame Météo devant sa carte, on est loin de cette chose très statique aujourd'hui et que l'on reconnaît souvent parce qu'il y a un petit halo vert dans les cheveux de la présentatrice un petit peu trop blonde ou des choses comme ça qui sont un petit peu moches. De temps en temps, il faut bien le reconnaître. Coucou Sabrina. Non, peut-être pas, non. Non. Ceci étant dit, moi je me rappelle qu'il y avait une petite application sympa, mais ça faisait déjà un petit bout de temps. Et alors, il fallait que le plan soit fixe par contre. C'est-à-dire que si tu prenais une photo, enfin tu prenais pas une photo, tu cadrais entre guillemets le décor et puis tu disais à quelqu'un de venir devant et l'application faisait une soustraction entre guillemets de l'image avant, après et donc te détourait virtuellement la personne. Ça évidemment ça n'a jamais vraiment bien marché parce que personne n'est assez stable que pour rester au même endroit tout le temps et donc tu faisais ça, tu bougeais un peu le coude et forcément tu voyais la moitié de l'étagère qui apparaissait dans le décor. Donc voilà, des tentatives comme ça il y en a eu un tas, mais bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être l'occasion de la tester, pourquoi pas, quand ça se présentera à nous. On passe à la lettre G, si vous le voulez bien. G comme... Non, H, pardon, parce que G, c'est fait. H comme hardware, ou comme heure aussi. C'est vrai que c'est une... moi, je me suis demandé si c'était pas une fake news. Apparemment, non. Le réseau électrique nous a fait des misères. C'est Xavier qui nous en parle. Oui, effectivement. Donc en fait, si vous regardez l'heure sur votre smartphone actuellement et que vous regardez l'heure qui est sur votre micro-ondes, votre four ou strictement la même, ou autre, il y a des chances qu'elle soit différente et que votre micro-ondes ou votre four soit légèrement en retard de quelques minutes. D'après ce que je lis depuis la mi-janvier, on a accumulé à peu près 6 minutes de retard. Et à quoi est-ce que c'est dû ? C'est tout simplement dû au réseau électrique qu'on utilise en Europe. En tout cas, 25 pays d'Europe utilisent un même réseau de distribution pour le courant. Et il y a un souci
souci au Kosovo, donc un souci en gros entre différents fournisseurs, et c'est lié au fait que la Serbie rentre en conflit avec le Kosovo d'un point de vue administratif. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une instabilité sur le réseau et que la fréquence électrique, qui est normalement de 50 Hz sur le réseau, sur laquelle se basent les mini-moteurs qui font tourner en fait l'heure de ces appareils, est à une fréquence actuellement, depuis la mi-janvier, qui est très légèrement inférieure, exactement de 49,996 Hz. Et donc, cette toute petite différence de fréquence, en fait, provoque sur certains appareils un retard qui, depuis la mi-janvier, donc atteint 6 minutes à l'heure actuelle. Alors, évidemment, on n'a pas ça sur les smartphones, puisque l'heure, elle est synchronisée via Internet et pas sur ce réseau électrique. Juste un détail, tu parles de moteur, ça c'est pour les vieilles horloges, c'est un très vieux four à micro-ondes, toi. C'est des mini-moteurs, oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les réveils. Les réveils qui fonctionnent aussi, qui sont aussi synchronisés sur le 50 Hz, mais qui sont digitaux, comme... Enfin, voilà, il n'y a pas que les en fait, ce sont des appareils qui se synchronisent sur la fréquence du réseau. Voilà. Donc il suffit que la fréquence soit un petit peu plus lente pour que forcément... Du coup, l'horloge ralentisse et donc, du coup, prenne du retard après un certain temps. Moi, j'ai regardé, mon horloge, elle n'est pas désynchronisée. Je ne sais pas comment ça se fait. Je dois être sur le bon réseau. C'est quand même très particulier, ce genre de choses. C'est vrai que quand... parce qu'aux États-Unis, c'est 60 Hz. Hein. C'est quand tu pars, tu émigres aux États-Unis avec tes horloges électriques et que tu les branches via un transformateur, parce qu'ils sont sur 110 en plus, c'est pas 220 comme chez nous, eh bien, forcément, tes horloges vont un petit peu trop vite. Puisque tu passes d'une horloge qui est synchronisée pour du 50 Hz, calculée pour du 50 Hz, et tu vas sur une fréquence supérieure, donc les horloges accélèrent un tout petit peu. Moi, je pensais que c'était une fake news, ou en tout cas, ça avait été monté un petit peu en épingle, parce que il me semble quand même que toutes les centrales qui produisent de l'énergie électrique doivent se synchroniser sur le réseau, etc. Et que donc, du coup, il y a une espèce quand même de contrôle de l'ensemble du réseau qui s'opère à un moment ou à un autre. Voilà, c'est ça j'avais du mal à m'expliquer le problème. Xavier. Oui, donc en gros, si j'ai bien compris, moi, c'est une question de facturation d'électricité qui s'est pas faite entre le Kosovo et la Serbie ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment purement administratif. Ouais. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu des manquements de facturation, qu'il y a eu un manquement de fourniture d'électricité pour certains pays sur certains réseaux. Et comme tout ça est interconnecté pour que si un pays consomme plus que ce qu'il produit, il puisse importer quand même de l'électricité, ben voilà, ça a une répercussion sur 25 des 36 pays européens. Bon, continuez à alimenter vos horloges avec les panneaux photovoltaïques, ce sera préférable, puisque le soleil est toujours à l'heure, je le rappelle. Ça, c'est drôle. On passe à la lettre L, si vous voulez bien. L marque comme législation, l'Europe veut taxer les revenus des fameux GAFA. On peut même rajouter le M de Microsoft derrière. Hein. Oui, alors, ce n'était qu'une question de temps avant que la chose commence à germer dans l'esprit des eurocrates, qui de toute façon sont toujours si prompts à vouloir réguler les choses. Alors, la news est arrivée par le biais de Bruno Le Maire, qui est ministre de l'économie français, entre autres, si je me rappelle bien, qui a décrété lors d'une conférence de presse il y a quelque temps qu'il fallait moraliser les pratiques des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, parce que toutes ces sociétés font de l'ingénierie fiscale à un niveau que ça en devient indécent. On saigne beaucoup, tout ça. Alors, aux États-Unis, on sait que l'administration Trump a massivement appelé toutes les sociétés à rapatrier leurs fonds. En Europe, on ne fait pas vraiment ça, on les taxe. Donc, on essaye de les réguler, on essaye de les faire rentrer dans le rang, alors que justement, il y a des pays qui font de l'ingénierie fiscale un sport national, on pense notamment à l'Irlande, mais de manière assez étonnante, on oublie que la Belgique fait aussi partie des pays où l'ingénierie fiscale est fort appréciée par les grosses sociétés. Et donc,
la France s'est donné comme mission de porter sous les couleurs de l'Europe, c'est beau, hein, le concept d'une moralisation de la fiscalité des grosses entreprises. Alors comme tout ça c'est très compliqué, c'est très brouillon, c'est très politiquement français, on va dire. Désolé à nos amis français, mais franchement, on sait que vous n'êtes pas gâtés pour l'instant. Nous non plus, vous vraiment pas. Je pense que personne ne l'est pour l'instant. Non, pour l'instant, franchement, on n'est vraiment pas la fête. L'Europe a dit que finalement, c'est pas une mauvaise idée, mais plutôt que de commencer à vouloir jouer les chevaliers avec la lance et le home, etc., on va plutôt se pencher sur une solution qui est plus facilement implémentable, qui est simplement de créer une nouvelle taxe, après tout, faisons ce qu'on sait bien faire, taxons, sur le chiffre d'affaires réalisé dans chaque pays européen où ces entreprises sont implémentées et ou actives. Enfin, implantées, pas implémentées, implantées et ou actives. Alors, le taux de taxation reste encore une inconnue. Bruno Le Maire avance une fourchette qui pourrait s'évaluer, enfin se fixer entre 2% et 6% du chiffre d'affaires. Même 2% pour certaines des sociétés, ça reste colossal. Ouais. Alors nul doute que entre la perspective de devoir cracher au bassinet européen et les bâtons dans les roues qui les attendent à partir de mai avec la mise en application de la GDPR, les boîtes européennes vont, à mon avis, les boîtes américaines vont peut-être commencer à réfléchir différemment et faudrait juste espérer que cette rage taxatoire et cette rage régulatrice ne va pas transformer l'Europe en no man's land technologique. Ce serait dommage. Ce serait dommage. En même temps, on peut entendre les gens qui disent oui, mais ces sociétés font énormément de bénéfices sur nos territoires. S'ils font des bénéfices, c'est au détriment de sociétés du cru, des sociétés locales, qui, elles, payent des taxes. Et donc, il y a un déséquilibre qui se forme. Alors, le client, lui, il est content, il achète des trucs, c'est très bien. Mais par contre, la petite usine, la fabrique, le magasin Trucmuche ne vend plus parce qu'à côté, il y a Amazon et autres qui, eux, fournissent à bas prix parce que forcément, ils peuvent se le permettre puisqu'ils ne payent pas de taxes. En tout cas, pas de taxes locales. Donc, voilà, on peut entendre ce message-là aussi et se dire qu'il y a peut-être quelque chose, effectivement, d'honnête à mettre dans la balance. Non ? La démarche est honnête, la démarche est louable, simplement, il faut croire que comme d'habitude, c'est un truc qui va partir dans tous les sens, qui va être torché à la porte nawak et qui finalement va déboucher sur quelque chose de soit totalement indigeste, soit totalement impraticable. Oui, c'est ça. Comme l'Europe en a le secret, comme la France en a le secret, comme la Belgique en a le secret. Tous nos pays européens ont cette propension quasi géniale à transformer en bouse infâme la moindre des bonnes idées. Donc, selon l'expression consacrée, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Oui, c'est ça. On peut s'interroger sur ce qui va déraper à un moment donné. Mais je pense que ce serait honnête quand même que... C'est honnête, effectivement. Voilà, parce que c'est une concurrence limite déloyale du coup, parce que tout le monde ne peut pas s'offrir cette ingénierie fiscale, tout le monde n'a pas la force, le poids pour pouvoir faire levier entre guillemets sur l'économie d'un pays ou de toute une région. Hein. Mon boucher ne peut pas, par exemple. Disons que la solution que beaucoup d'économistes recommandent, mais les économistes sont rarement les gens qu'on écoute, serait simplement soit de supprimer les niches fiscales qui permettent à ces multinationales d'engranger des milliards de bénéfices en payant des sommes totalement dérisoires en impôts, soit ce serait d'étendre à l'ensemble des acteurs économiques, quelle que soit leur taille, ce genre de niche fiscale. Et là, tout le monde serait logé à la même enseigne. Mais encore une fois, on sait, et bon là c'est une réflexion qui n'engage que moi, mais je suis certain que vous trouverez autour de vous des tonnes de personnes qui pensent la même chose, nos pays européens semblent avoir une certaine aversion pour tout ce qui touche à l'entrepreneuriat à petite échelle. Oui, il y a de ça aussi, voilà, sans doute. On va dire ça. En tout cas, il y a débat, hein, soyons clairs, et c'est plutôt sain d'avoir ce type de débat, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées sur la question. Vous pouvez
pouvez vous lâcher. Pas sur nous, hein. Rien à voir là-dedans, nous. On touche rien. Shoot the messenger. Mais voilà, donc, mais par contre, il y a peut-être moyen à notre petite échelle aussi d'en débattre. On est toujours à la lettre L comme législation. Xavier, on parle de Washington qui protège la neutralité du net. Hein. On le sait depuis quelque temps, on a un peu peur pour cette fameuse neutralité du net depuis que Trump a décidé que finalement, on pouvait s'en passer. Voilà. Alors donc là, on pourrait saluer le gouverneur donc de Washington qui a fait passer une loi qui protège la neutralité du net et en gros qui va permettre d'empêcher les fournisseurs d'accès Internet de bloquer du contenu légal, des applications ou des services légaux, de ralentir la connexion Internet des utilisateurs ou bien de faire payer du contenu pour donner priorité à certains contenus. Donc c'est une loi qui va à l'encontre de l'administration Trump. Donc elle a été votée malgré tout. Évidemment, ça va sans doute générer des batailles entre la FCC, donc c'est la Federal Communications Commission, qui elle avait approuvé des mesures qui visaient à limiter la neutralité du net. Donc il va sans doute y avoir des batailles juridiques là, mais donc c'est un acte fort qui a été posé par cet État. Oui, c'est l'État de Washington, hein, donc soyons précis, c'est pas l'administration à Washington, c'est l'État de Washington, et comme on le constate, c'était pareil aussi par rapport à l'écologie, etc. Si Trump prend des décisions à l'emporte-pièce au niveau national, au niveau local, heureusement, il y a encore des gens qui ont un cerveau et qui disent non, on ne va pas suivre cette doctrine-là, nous, on va continuer à faire des économies d'énergie, on va continuer à aller dans un chemin un petit peu plus... voilà. Voilà. Après, chacun juge, mais ici, en l'occurrence, voilà, c'était sur la neutralité des nets, ça nous intéressait, nous, au premier chef. Tout comme, par exemple, Marc, les véhicules autonomes. La semaine passée, on en parlait, c'est la Californie qui autorisait les véhicules autonomes, donc sans conducteur du tout. Hein. Il y avait déjà des véhicules autonomes, mais avec un opérateur à bord qui pouvait reprendre le relais, etc., en cas de problème. Ici, on parle vraiment, comme pour la Californie, en Arizona, de véhicules tout à fait autonomes, Marc. Même chose, donc c'est le pendant de ce qui s'est passé en Californie il y a quelques jours. Le gouverneur de l'Arizona vient de rendre public ce qu'ils appellent un executive order qui rend officielle la possibilité pour n'importe quel véhicule autonome de pouvoir circuler sur les routes de l'État sans avoir besoin de présence humaine. Et c'est quand même quelque chose d'assez important et significatif, peut-être même plus qu'en Californie, parce que l'Arizona est vraiment un laboratoire. Aujourd'hui, pour tout ce qui est testing de véhicules autonomes aux États-Unis, il y a plus de 600 véhicules autonomes qui sont en permanence sur les routes. Waymo, Intel, Uber, General Motors, toutes ces sociétés, les véhicules opèrent déjà de manière semi-limité, semi-autonome, parce qu'il y a effectivement toujours un contrôle humain derrière. Maintenant, c'est plus nécessaire. Et c'est quand même assez intéressant de voir que les choses bougent au niveau législatif et que tous ces États sont en train, il y en aura d'autres qui vont suivre, hein, sans aucun doute. C'est quand même intéressant de voir que sur le territoire américain, les choses bougent quand même relativement vite, à tel point qu'on a maintenant des minivans qui roulent tout seuls, qui font du transport de marchandises, qui font du transport de personnes, et qu'une législation précise est en train de se mettre en place, alors que nous, en Europe, encore une fois, on est un peu à la traîne. Oui. Mais ça va se décanter à un moment donné. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une région en France ou en Belgique qui va investir dans le véhicule autonome d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vrai que des villes, on voit ça de plus en plus, hein, qui investissent dans la ville intelligente, hein, la Smart City, et qui donc forcément vont s'intéresser à ce type de véhicule pour peut-être pas transporter juste 2 personnes, mais des petits cars, des autobus ou des choses comme ça qui seront totalement autonomes. C'est totalement imaginable, même dans nos villes chez nous. On a des sites propres, on a des infrastructures qui permettent aussi de le faire, non ? Oui, c'est tout à fait envisageable. Simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si les États-Unis sont quand même
un patchwork d'États avec des spécificités locales, il y a quand même une certaine uniformité dans les réglementations, notamment au niveau du code de la route, alors que chez nous, c'est beaucoup plus exotique. Je pense notamment à ce qui a été annoncé hier en France, la décision de ramener à 80 km/h la vitesse moyenne sur les départementales. Je pense à ce qui est en train de se faire chez nous en Belgique de manière beaucoup plus proche, les débats qui sont en train d'être menés pour savoir s'il faut augmenter la vitesse maximale sur autoroute en Wallonie à 130 ou à 120 alors que la Flandre a changé ses Disons que chaque bagnole a intérêt à embarquer, chaque bagnole qui va rouler en Europe a intérêt à embarquer l'équivalent d'un Cré 2 pour pouvoir s'y retrouver, quoi. C'est pas possible. Mais d'un autre côté, comme ces voitures sont, elles, par contre, intelligentes, elles vont pouvoir voter. Ça, donc, on n'en est pas encore là. Non, mais voilà, c'est à un moment donné, il va falloir trouver aussi le moyen de raccorder tout ça de manière intelligente, effectivement. Petite question qu'on nous avait posée d'ailleurs, enfin quelqu'un avait eu la réflexion, on nous avait pas directement posé la question, par rapport à ces véhicules autonomes, c'est quid de leur fonctionnement par temps de brouillard, temps de pluie, chemin boueux. Il y a différentes techniques. Il y a des choses qui existent de ce côté-là, Xavier ? Il y a différents types de technologies. Hein. Il y a d'abord la caméra, il y a des sonars. Donc un sonar n'est déjà pas perturbé par le radar, par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs technologies qui combinées font que ces obstacles entre guillemets ne sont pas un problème. Voilà. Donc on pourra rouler demain enfin après il faut que les chemins etc soient référencés, soient cartographiés etc. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc c'est pas demain que vous allez avoir un véhicule autonome qui va aller se balader tout seul dans les bois, quoi. Hein, si on veut imager, c'est un petit peu une chauve-souris, elle se déplace alors qu'elle ne voit rien, mais c'est un petit peu l'idée qu'on va faire avec ces véhicules autonomes, quoi. Ok, oui, c'est ça aussi. Bon, ben voilà, à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Quel sera le prochain État américain à accepter les véhicules autonomes ? C'est pas encore, hein. Sans doute qu'on en parlera la semaine prochaine. C'est un par semaine pour l'instant. Bon, allez, on passe à la suite. Après la lettre L comme législation, la lettre M comme Microsoft, Xavier, on parle d'une application qui s'appelle Sunscape et qui aide les malvoyants à s'orienter. Ouais, ça c'est un truc qui m'a plu parce que moi je dis toujours que la technologie peut servir à faire autre chose que uniquement du gadget, mais donc être utile au quotidien. Et ici c'est une chouette application, donc Sunscape, qui va permettre aux malvoyants de s'orienter plus facilement. Comment ? Ils vont utiliser leur smartphone, ils vont générer une espèce de carte audio en 3D, donc ils vont placer des points de repère et ils vont avoir des aides sonores qui vont leur permettre de se repérer dans l'espace. Donc en gros, vous allez vous déplacer avec l'application, vous allez marquer des points de repère quand vous êtes en ville par exemple, ou ça peut être même sur un espace plus petit, et grâce à ces points de repère, quand vous allez vous déplacer, vous allez entendre un son avec une intensité plus ou moins forte, et ça va vous permettre de vous repérer assez efficacement. Et donc c'est vraiment utile évidemment pour les gens qui n'ont pas encore un chien ou autre qui va les aider. On voit les personnes malvoyantes qui se déplacent aujourd'hui avec leur bâton, qui doivent apprendre des itinéraires par cœur. Ben, ici c'est vraiment un petit moyen qui va leur faciliter la vie. Ça veut dire que en tout cas, c'est la promesse. Ça veut dire que, par exemple, je suis non-voyant, j'ai l'application, je suis devant chez moi, je mets un marqueur parce que c'est devant chez moi, il va me proposer un petit son. Et donc, si je vais au coin de la rue, j'ai mes petites habitudes chez un commerçant du coin, etc., je mets un deuxième marqueur, etc. Et donc, si un jour je suis paumé, que je sais plus très bien si je suis dans quel sens je suis dans la rue, je dis n'importe quoi, hein, parce que je pense que les non-voyants sont plus malins que moi, mais qu'à un moment donné, j'ai quand même un petit souci, je peux reconnaître l'endroit où je me trouve en fonction du son que j'entends, quoi. C'est ça l'idée. Oui, donc en fait l'idée c'est vraiment de marquer ton chemin, donc d'avoir des points de repère, tout comme tu pourrais avoir pour un voyant des points de repère visuels. Je prends l'exemple dans les hôpitaux maintenant, à Bruxelles il y a de plus en plus ça, c'est des chemins tracés avec des couleurs et on doit suivre une couleur. Eh bien ici on va placer un point de repère audio à certains endroits, donc par exemple à des croisements de rue ou autres, et ça va permettre de faciliter le repérage dans l'espace, quoi. On appelle dans les hôpitaux, on dit des routes. La gastro, c'est la route 506.
Par exemple, ça dépend de l'hôpital, hein. C'est pas la même route partout, ne notez pas. Bon, ben voilà, une chouette idée. Soyons clairs. Microsoft Soundscape, pourquoi pas, finalement. On est à la lettre S comme smartphone. Le Lightphone, je ne sais pas ce que c'est, Marc, un téléphone qui sert à téléphoner, c'est étrange. Oui, c'est un téléphone qui sert à téléphoner et rien qu'à téléphoner. Enfin, pas presque, un peu plus que, mais quasi qu'à. En fait, c'est la deuxième instantiation d'un projet qui est né au début, il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne, et qui proposait, sous une forme extrêmement condensée et épurée, un téléphone qui ne faisait que téléphoner. Donc, en 2015, il y a une boîte qui a eu les cojones de sortir un téléphone mobile qui ne faisait que téléphoner. Et il était vraiment embryonnaire. Le truc avait une autonomie monstrueuse pour l'époque. Hein. C'était quand même 20 jours, pas mal. Ouais. Un affichage à segments, donc c'est vraiment pas grand-chose de ça. Et juste un petit clavier sensitif. C'est tout. Rien d'autre. Et un port jack, quand même. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a du Snake dessus? Ah oui, c'est ça. Même pas. Non, ça servait à téléphoner. Rien d'autre. Non, même pas jouer. Rien. Téléphoner. Il n'y a pas une horloge, téléphoner. Même désynchronisée. Une fonction. Téléphoner. Et donc ici, comme ce truc a eu apparemment un petit succès d'estime et que d'autres constructeurs, on pense à Nokia qui réédite son 3310, son 8110, etc., ils se sont dit pourquoi pas faire une deuxième version qu'on va un peu améliorer quand même parce qu'il n'y a pas que le téléphone dans la vie. Et donc ils ont lancé une campagne sur Indiegogo. Alors, on n'a pas toujours l'habitude de se faire l'écho de campagne de baking, etc., mais celle-là est quand même relativement sympa. Où en fait ils ont maintenant un appareil qui est toujours aussi minimaliste, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir une carte de crédit un peu plus épaisse. L'écran couvre toute la surface. C'est en fait un écran à encre électronique, donc autrement dit qui n'est pas forcément le plus réactif, qui vous empêchera qui n'est pas vraiment pas prévu pour jouer à des jeux. Non, mais qui en même temps ne consomme pas beaucoup. Etc. Qui ne consomme pas beaucoup. Alors on reste quand même à une autonomie entre 5 et 10 jours. Pas mal. Quand même pas mal aujourd'hui pour comparer aux autres modèles qui sont sur le marché. Au niveau de l'électronique, dont ça embarque une puce qui est généralement utilisée dans les smartwatches, donc une puce à très basse consommation, 1 giga de mémoire, 8 gigas de stockage, il embarque la GPS, la 4G, le Wi-Fi, USB-C pour le chargement, mais il ne fait de nouveau que très peu de choses. Il téléphone, c'est encore une chance, oui. Mais il embarque également une version assez lourdement modifiée d'Android qui s'appelle LightOS et qui permet notamment d'envoyer des SMS, c'est déjà pas mal, de prendre des photos apparemment, de faire, même si je crois que la version qui est là n'embarque pas d'optique, donc le truc est prévu donc peut-être pour une version 3. Il y aura une calculatrice, un carnet d'adresses et un réveil et peut-être un lecteur de musique. Bon, ces gens, excuse-moi, mais ces gens, à un moment donné, ont été sur le secteur et il y avait 2 Hertz. Et ils sont encore en 2000. Pourquoi ? Et ils essayent de reproduire un schéma qu'on a déjà vécu. On a déjà vécu tout ça. On a l'impression de faire un podcast de 2002. Oui, mais justement... Comment tu fais pour prendre ton plat en photo au resto ? Tu ne fais pas. Le but de cet appareil, en fait, c'est de proposer un téléphone qui enlève toute distraction et qui ramène l'objet à sa fonction essentielle, à savoir téléphoner ou être joignable. Oui, c'est ça. Voilà. Être joignable, pouvoir répondre à un appel, pouvoir répondre à un SMS. C'est tout. Mais on rigole. C'est le strict minimum. Je rigole avec ça, mais soyons clairs, pas pour tout le monde. Hein, c'est pas un mouvement de masse. Hein, soyons clairs. Mais il y a pas mal. J'entends des gens qui disent moi, je me suis déconnecté. Je suis très heureux maintenant. J'ai plus de smartphone. J'ai repris mon vieux téléphone, machin, etc. Et il est au fond de ma poche. Et il reste bien au fond de ma poche. Et pour le reste, je profite de la vie. Je lis des livres. Je parle aux gens, etc., etc. Et une espèce de cure de détox quelque part, de
déconnexion qui est entre guillemets un peu tendance. Donc non, mais pourquoi pas. C'est exactement la réflexion que se sont faites les gens derrière le projet. Ouais. Ils se sont dit que effectivement avec la panoplie et la batterie de fonctionnalités que nos téléphones embarquent, on est en permanence connecté, on est en permanence sollicité, on est en permanence plongé dans un univers. En fait, on échappe à la réalité. Oui. Et donc, ramener la fonctionnalité de l'objet à son strict minimum, vraiment à l'essentiel absolu, permet de récupérer une partie de cette liberté qu'on a perdue en devenant addict. Oui, c'est vraiment ça, parce que c'est une question de liberté. Parce que c'est vrai que moi, ça m'arrive de temps en temps de parler avec quelqu'un et tout d'un coup, la perdre. Parce que tout d'un coup, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement impolis ou quoi que ce soit, mais c'est juste une addiction. Tout d'un coup, pouf, j'ai ce besoin viscéral d'aller voir s'il n'y a pas un message, un truc que j'ai peur de louper, machin, etc. Alors que la plupart du temps, il ne se passe rien. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de... Rien du tout. Ou alors rien d'urgent, rien qui puisse attendre. Si vous avez vos comprimés d'iodure à portée de main... vous êtes tranquille. Mais donc voilà, si vous êtes intéressé par la chose, ça se trouve sur Indiegogo. On vous a mis le lien dans les liens du numéro. Ça va quand même coûter $400. Oui. Pour un téléphone absolu, c'est pas donné. Oui, c'est ça. Vous pourrez l'avoir à $250 si vous le précommandez sur la campagne. La livraison est prévue pour avril 2019. Et les versions, parce qu'ils ont ressorti il y a un an maintenant, un an et demi, le vieux Nokia, je ne sais plus quel modèle c'était maintenant. Enfin, 3310. Le 3310, c'est ça. Il est encore vendu. Il est vendu à quel prix? Ça ne doit pas coûter très très cher ce machin-là, non? Alors, il y avait la version de mémoire, alors désolé pour le bruit, ça va faire tika-tika, mais j'ai un kiki qui fait beaucoup de bruit. Donc Nokia 3310. Il y a deux versions. Il y a la version 4G, la version normale. Ouais. Une version normale, monsieur, c'est pour téléphoner. Une version normale pour téléphoner. Alors, dans toutes les bonnes boucheries, il est à 59 €. Et la version avec 4G, parce que bon, il faut quand même être tendance de rien. Elle est à 89 €. C'est pas la fin du monde. Voilà. Maintenant, à côté, il y a le 8110, la banane, qui est, elle, quand même relativement... Je me rappelais pas que c'était aussi moche ce truc en fait. Je me rappelais pas que c'était jaune moi surtout. Non, c'était pas jaune, c'était le téléphone de Matrix. Oui, c'est ça. Je me rappelle juste qu'après avoir vu le film, j'en avais voulu un et un jour je l'avais oublié sur le toit de ma bagnole. J'avais fait quelques mètres, le téléphone était tombé, des bagnoles avaient roulé dessous. Il fonctionnait encore. Oui. À l'époque, il les faisait solides. Oui. Et ce truc coûte 79 €. Ouais, ça coûte rien, cette bidule. Mais voilà, donc du coup, le prix de la déconnexion, c'est ça. Vous voulez vous déconnecter, pour moins de 100 €, on vous déconnecte. Facile. C'est ça l'idée. Moi, je pense qu'on va faire ça. On va aller par là. Enfin, ceci étant dit, quand on sait qu'on a une majorité d'auditeurs qui nous écoutent sur smartphone, on va peut-être pas le conseiller à tout le monde tout de suite. Hein. Non. Gardez quand même le smartphone à portée de main, ne serait-ce que comme baladeur MP3. Par exemple. C'est vrai, finalement. On va refaire l'histoire en arrière, on va remettre sur le marché des iPods et des choses comme ça. Voilà, pour ce qui s'agit du smartphone. Ah, bah oui, on a encore une info smartphone, Xavier. Le smartphone chinois, on en parle de temps en temps, des smartphones chinois d'entrée de gamme, de bas de gamme, de milieu de gamme. C'est des fois une bonne idée, mais des fois, c'est pas une très très bonne idée. Il faut le dire. Effectivement. En fait, donc... On a la possibilité d'acheter maintenant des smartphones en Chine via des sites qu'on connaît tous, à des prix qui sont parfois impressionnants. Et en fait, il y a un adage qui dit souvent que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ouais. Et bien ici, c'est tout à fait vrai, puisqu'en fait, il y a une quarantaine de smartphones chinois qui ont été répertoriés comme contenant d'origine un malware qui s'appelle Android Triada 231. Et c'est un malware qui qui est préinstallé dans les smartphones, donc équipé d'Android, et qui va contenir un troyen
Donc un Trojan qui va se démarrer automatiquement lorsque vous allez lancer des applications. Donc il va pénétrer les applications qui sont en cours d'exécution pour pouvoir ensuite lancer lui-même d'autres applications et donc fournir un accès complet au smartphone. Et donc comme je le dis, ce Trojan, il est installé. Déjà, vous n'avez pas encore déballé votre smartphone, qu'il est déjà prééquipé dans le smartphone. Alors, il y a dans les sources qu'on va mettre en lien sur le site, il y a la liste des smartphones qui sont concernés. En tout cas, c'est ceux qui sont en tout cas connus pour avoir déjà ce Trojan. Donc faites attention, n'achetez pas n'importe quoi, même si c'est pas cher. Ben oui, je comprends du coup que certaines marques chinoises sont interdites dans certaines entreprises, par exemple, je pense à des routeurs de chez Huawei ou des choses comme ça. Il y avait eu aussi une histoire comme ça, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi si je dis une couillonnette, mais il me semble qu'à un moment donné, il y avait eu un gros stock de routeurs qui avaient même été importés aux États-Unis, je pense, et qui manifestement laissaient passer quelques informations, en tout cas distribuer des informations à gauche à droite. C'était pas perdu pour tout le monde. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. D'ailleurs, l'armée américaine a banni tout ce qui est drone et accessoires DJI, par exemple. Ouais. Ils ont demandé de retirer les batteries, de cacher les caméras, etc. pour éviter l'espionnage ou autre. Ou en tout cas, alors on ne sait pas si c'est pour défendre les marques américaines ou si c'est vraiment de la paranoïa, mais en tout cas, c'est une tendance, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est fabriqué par des gens qui, de temps en temps, ont comme ça des velléités de vouloir récupérer quelques informations qui vous appartiennent, en fait. Et en gros, c'est ce genre moi, je pense au smartphone, de plus en plus, j'ai l'impression que quand on l'achète, en fait, on ne l'achète pas vraiment, on le loue. Parce que c'est pas vraiment le nôtre, en fait. Ça reste encore celui de quelqu'un, soit de celui qui a développé l'OS ou de celui qui a fabriqué le hardware. C'est un peu l'impression que ça me donne de temps en temps. Soit... lettre W, déjà, oui, mais W comme web. Marc, on parle de DigiCert, qui est... c'est quoi DigiCert? Il faut que tu nous le rappelles. Alors, DigiCert, c'est ce qu'on appelle une autorité de certification, c'est-à-dire c'est une organisation qui va confirmer que les certificats de sécurité que tu utilises sur ton site, donc ce qui se traduit par le petit HTTPS dans l'adresse du site, est bien valide et que ton site est sécurisé, que l'accès est sécurisé et que tous les certificats qui sont utilisés pour sécuriser ton site sont bien conformes. Ouais. D'ailleurs, Google maintenant ne référence plus que des sites qui sont HTTPS, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, tout à fait. C'est devenu obligatoire, quoi, en gros. Et donc, il y a une drôle d'histoire qui s'est passée il y a une petite dizaine de jours entre deux sociétés, DigiCert pour la première et un revendeur de certificats HTTPS, vu que ce sont des certificats qu'on peut acheter grosso modo auprès de toutes les sociétés qui les vendent. Vous pouvez en acheter chez votre hébergeur, vous pouvez en acheter chez des boîtes annexes, comme ici, c'est le cas d'une boîte qui s'appelle Trustico. Et il y a apparemment une petite guerre de territoire. Encore une fois, des histoires de gens qui se marchent sur les pieds, là où ils ne devraient pas. Et au début, donc, février, quand tout commence, un des chefs de produit de DigiCert reçoit un email de Trustico, donc la société qui vend les certificats, pour l'informer qu'une série de certificats ont été compromis. C'est une pratique courante. Je suis revendeur de certificats. J'ai une preuve ou une suspicion que des certificats que j'ai émis ou que j'ai vendus sont compromis. J'avertis l'autorité de certification pour qu'elle émette un avis et que je puisse révoquer tout ça de manière bien propre. Ouais. Par contre, ici, ce qui est assez amusant, c'est que les choses ne se sont pas passées vraiment dans cet ordre-là. Il y a eu de nouveau ce qui s'apparente à une bataille de stouquettes entre des gens qui ne pensaient pas forcément au consommateur final. Et sur un coup de tête, le patron de Trustico a balancé un mail à DigiCert avec rien d'autre que les clés privées des certificats qui auraient été compromis. 23 000 au total. Un truc ouvert, sans protection, sans rien. Tiens, vas-y, je te balance un mail, voilà, t'as 23 000 clés privées dedans.
Alors, DigiCert, qu'est-ce qu'ils font? Ben, forcément, ils reçoivent un truc pareil, c'est Red Light partout, c'est sirène, gyrophare et tout, donc c'est... Vous me révoquez tout ça, grosso modo, maintenant, avant-hier, parce que si vous me les avez balancés, c'est que n'importe qui peut les avoir chopés. Bien sûr, ouais. Et donc, il y a 23 000 certificats qui étaient utilisés par des sites tout à fait légitimes, des sites commerciaux dont c'était le business, qui se sont trouvés privés d'accès d'un moment à l'autre parce que les certificats ont été désactivés, ils n'étaient plus valables. Voilà. Il n'y a rien d'autre à en dire, c'est juste un gros porte-nawak. J'hésitais à le mettre dans le oui mais non parce que ça l'aurait bien fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore une fois quelque chose qui nous rappelle que la sécurité reste un facteur déterminant dans ce que nous implémentons comme présence en ligne, que ce soit un site, un blog ou n'importe quoi, un site e-commerce à plus forte raison. Et donc, il faut vraiment faire attention à là où vous allez acheter votre certificat. Il y a des boîtes qui ont pignon sur rue, qui vont jamais avoir ce genre de problème-là. Là, franchement, le truc caractériel du boss qui dit « Bah, tu ne crois pas, tiens, prends ». Souvent, enfin, c'est vrai dans plein de domaines, mais c'est rarement dans une relation de société à société ou de personne à société qu'il y a un problème. C'est souvent par le biais d'intermédiaires. C'est l'intermédiaire qui pose problème ou qui dérape à un moment ou à un autre, ou de la relation de l'intermédiaire avec le fournisseur. Mais donc voilà, essayons de gérer les choses en bon père de famille et effectivement, il faut se renseigner un minimum sur le bien fondé de tel ou tel intermédiaire. En l'occurrence, la solution de facilité n'est peut-être pas toujours la meilleure sur le moyen terme. Là, ça, c'est la preuve qu'on... Enfin, quand même, pour clôturer l'histoire sur une note un peu comique, parce que finalement, malgré la tragédie, ça reste comique. Donc, la DigiCert a également une société en dessous de l'organisation qui s'occupe de toute la logistique courante, avec justement informer les propriétaires des certificats que leur certificat, grosso modo, c'est poubelle. Et donc, ils se sont fendus d'un mail aux propriétaires des 23 000 certificats en chargeant bien Trustico, en mettant bien le truc sur leur dos, en disant on ne sait pas ce qu'ils ont fait, et ils disent texto « We do not understand why Trustico reported the keys as compromised, but we are obliged to cut the wire. So, sorry, but... » Oui. Bon, voilà. Dommage. C'est bien triste comme histoire, en fait. C'est bien bouseux. C'est bien... Bon, allez, on est toujours à la lettre W comme web. Alors là, c'est les attaques en déni de service distribués prennent là maintenant des dimensions assez colossales. On l'a vu cette semaine, Xavier. Oui. Mais on se rappelle, fin 2016, on avait parlé pas mal d'attaques, notamment qui utilisaient des caméras ou autres, et qui atteignaient du 23 gigabits par seconde. On a en fait dépassé, début de la semaine, il y a eu une attaque sur GitHub qui utilise la technologie Memcached et qui a atteint 1,3 terabits par seconde. Donc une attaque pour GitHub. Donc c'est vraiment une proportion gigantesque. Donc l'augmentation de la fréquence et l'importance de ces attaques a vraiment très très fort augmenté ici sur GitHub. Et en fait, alors que je m'apprêtais à publier cette news comme quoi on avait dépassé un record avec ces 1,3 terabits par seconde, il y a une autre attaque qui a été faite et qui selon les personnes qui l'ont découvert a atteint 1,7 terabits par seconde. Donc ça, c'est l'entreprise Arbor Networks qui commercialise des solutions pour se protéger justement des attaques informatiques, qui a annoncé lundi qu'un de ses clients avait été visé par une attaque DDoS de 1,7 terabits par seconde. Donc c'est vraiment un pic de trafic énorme et ça veut dire que on va devoir vraiment sécuriser tout ce qui est serveur Memcached, qui est cette technologie qui va permettre en fait de réduire l'impact de serveurs en se basant sur d'autres serveurs et qui va permettre de multiplier vraiment ces attaques très très fortement réparties sur tous les serveurs qui sont équipés de cette technologie. Donc on va devoir
sécuriser tout ça, il y a des pistes puisque le port qui est utilisé par Memcached est connu, donc on va pouvoir limiter le nombre de transactions qui passent par ce port, ou en tout cas mettre des alarmes, mais on n'est pas à l'abri maintenant quand on a son propre serveur d'attaque DDoS dont il va être difficile de se faire quitte si on n'est pas un tant soit peu équipé. Et est-ce qu'on sait qui est à l'origine de ces attaques ça se sait ou voilà, Alors, je ne crois pas qu'on sache qui est à la source de ça, et c'est d'autant plus difficile que ce sont des attaques qui se répliquent. Donc en gros, il y a un attaquant qui utilise un contrôleur qui va utiliser ce qu'on appelle des zombies, c'est-à-dire des machines ou des browsers qui sont infectés et qui vont propager l'attaque de manière vraiment démultipliée. Donc on va pouvoir accroître le volume via Memcached. On va accroître le volume de 5 pour un rapport de 1 contre 50 000. Ah oui. Donc, une attaque va être multipliée 50 000 fois. D'où les résultats. Donc on atteint vraiment des résultats énormes maintenant. Ouais. Ça va être difficile, hein, de plus en plus. Enfin voilà, il faut chaque fois répondre à l'attaque par une défense proportionnée, etc. Donc on imagine que ça va prendre des dimensions. Il n'y a pas de limite, quoi. On sait comment ils font maintenant. On sait comment. Donc on sait comment limiter ça, mais le problème c'est que vu le nombre de serveurs maintenant, vu le nombre de serveurs qui sont vulnérables, il faudrait que tout le monde se protège pour éviter que d'autres se fassent attaquer. Ouais. Ok, comme toujours, hein, affaire à suivre. On est à la lettre W, W comme oui mais non, puisqu'on termine tout doucement ce 159e épisode des Technos. Marc, on va parler de jeans délavés, puisque tu as des informations concernant le délavage des jeans Levi's. Oui, effectivement, pour une fois, on va faire un oui mais non positif, parce que ce qu'ils font, franchement, c'est sympa, Levi's. Voilà, mais à l'heure de l'écologie, plutôt que de balancer des tonnes de produits chimiques, parce qu'on s'imagine pas ce que ça prend comme produits chimiques pour avoir notre jeans aspect vintage, avec un effet usé, etc. Attention, pas que des produits chimiques, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Il y a eu des reportages autour de ça où on sable les jeans à sableuse, quoi, tu vois, comme pour nettoyer les façades, par des entreprises où on ne protège pas au minimum le personnel, ils n'ont pas de masque, machin, etc. Ils respirent cette crasse. Donc c'est vraiment dégueulasse, quoi, comme technique de délavage. Je sais pas, je parle pas ici des jeans Levi's, je sais pas si eux pratiquent de la sorte, mais il y a en tout cas des jeans délavés comme ça, avec des produits chimiques dégoûtants, avec du sable, voilà, et il y a des mecs qui en crèvent, quoi. Il devait y avoir quelque chose un peu similaire, vu que la majorité, voire la quasi-totalité des jeans faussement délavés, faussement vieillis de Levi's étaient fabriqués à Xintang, une ville du sud de la Chine qui était surnommée à l'époque l'atelier du monde, et qui présentait les taux de pollution en produits chimiques et en métaux lourds parmi les plus importants de la Chine. Ça donne un peu une idée. Donc c'est pas impossible que les décès dont tu parles aient eu lieu là. Alors je sais pas si c'est pour se racheter une conscience ou vraiment pour faire un geste en faveur de l'environnement et un peu pour redorer leur image aussi, Levi's a décidé de changer son fusil d'épaule et de revoir totalement sa chaîne technique pour le vieillissement des jeans. Et donc ils sont maintenant passés sur une technique qui combine imagerie, où en fait on va dessiner son jeans. Allez voir la vidéo, hein, on vous l'a mis en lien, c'est assez marrant. Ils sont vraiment capables, ils ont un Photoshop, ils dessinent le jeans, ils ont des bibliothèques d'objets qui correspondent à des déchirures, des plissures, etc. Ils vous mettent ça sur un écran, et puis derrière c'est une batterie de laser qui va brûler le jeans à des endroits stratégiques selon les prescriptions qui sont définies par les modèles, et ça prend quelques dizaines de secondes, mais en plus que ça leur permet de réduire la quantité de produits chimiques de plusieurs milliers à juste une dizaine, qui sont utilisés vraiment pour la maturation du tissu, la solidité, etc., plutôt que balancer toutes les crasses, toutes les saloperies dont on vous a parlé il y a quelques minutes. Mais ça permet aussi une beaucoup plus importante flexibilité au niveau de la variété des modèles, puisqu'ils vont maintenant permettre de partir sur quelques bases prédéfinies, et avec les lasers, la seule limite, c'est votre imagination
On pourra faire des jeans sur commande, avec un vieillissement sur commande, etc. Je les veux usés au mollet, s'il vous plaît. Exactement, ce sera possible. Je veux une déchirure de 4 cm et demi à la fesse gauche, à 3 cm. Ce sera possible, voilà. Je veux la photo de maman. Ce sera possible. C'est du laser, donc tu peux faire ce que tu veux. Oui, non, mais c'est vrai que sur le jeans, alors il y a une mode, Xavier est spécialiste d'ailleurs de la mode des jeans retroussés par moins 10, etc. Et non, mais on a eu une vague de froid en France comme en Belgique la semaine dernière, et on a vu des jeunes qui sont vraiment très accrochés à la mode du moment, qui est d'avoir des jeans où en gros vous avez juste un peu de tissu pour tenir les trous ensemble, mais par moins 10, c'est quelque chose de... Xavier, tu n'as pas compris. Je me suis amusé parce que je conduis mon fils tous les matins à l'école, à pied, l'école est vraiment pas loin de chez moi, et en fait je me suis amusé parce qu'il y a des groupes où je vois une dizaine de jeunes, et sur 10, il y en a bien 8 qui ont le bas du pantalon retroussé. Donc en gros, on aurait l'habitude à l'époque de dire qu'ils ont de l'eau dans les caves. Oui, c'est ça, ils retroussent leur pantalon au-dessus de la cheville avec des sockets, donc pas des chaussettes, donc c'est-à-dire les chaussettes qui arrivent à hauteur du haut de la chaussure. Et donc ils sont les chevilles à l'air par moins 10 degrés, et ils sont... Moins 10 degrés, moins 15 degrés ressentis, donc... Voilà. Donc, il y a 80% maintenant de jeunes, et moi comme un con, j'ai découvert ça l'autre jour en allant me promener mon fils. Il paraît que c'est la mode depuis très longtemps déjà, mais on compte d'ailleurs prochainement mettre en place un nouveau podcast qui va parler mode avec Marc pour tout ce qui est délavage et fabrication de trous. D'ailleurs, il y a Bruno qui se lance dans le maquillage déjà. Et avec Bruno, on va cosmétique, faire ça. Oui. On va se lancer là-dedans parce que il n'y a pas de raison finalement. Non, mais c'est vrai. On peut pas tout laisser faire par les autres. On doit le faire nous-mêmes aussi de temps en temps. On va parler mode et maquillage bientôt. C'est pas promis, mais ça pourrait. On cherche toujours la chroniqueuse. Quelque part, c'est logique. Oui. Rappelons-nous, aujourd'hui, le 8 mars, nous sommes la journée internationale des droits des femmes. Oui. On a des droits, nous aussi. Nous aussi le droit, donc on a le droit. Nous, on a des droits toute l'année. Je me désolidarise totalement de cette initiative. il dit un truc et puis je me désolidarise de moi-même. J'ai dit une connerie. Non, je me désolidarise totalement de ce projet de podcast de mode. Je pense que ça peut être bon enfant. Enfin bon, on n'a pas fini. On te le dédicacera. On est toujours à la lettre W. W comme oui mais non, Xavier. Il est question de ne pas prendre un taxi Uber quand on est bourré. Pourquoi ? C'est l'histoire de Kenny. Kenny qui était à l'université et qui a passé une soirée bien arrosée. Il était mort bourré et il commande un Uber pour rentrer à son lieu de séjour sur un campus en Virginie. Et il appelle le Uber, il demande de rentrer donc chez lui, sauf que chez lui c'était pas au campus, c'était à 500 km de là, et donc il a pris un Uber, il s'est endormi dans le Uber, et quand il s'est réveillé il savait pas qui était à côté de lui, et il s'est rendu compte qu'il avait déjà roulé pendant 5 heures, et vu le trajet qui avait déjà été fait, plutôt que de faire demi-tour, il est rentré chez lui. Et ce petit trajet lui a coûté la bagatelle de 1635,93 $ exactement, soit à peu près 1329 €. Ouais. Et l'histoire ne dit pas s'il a laissé un pourboire au gars. Ça aurait été sympa. Ceci étant dit, on parlait là tantôt des voitures autonomes. Le jour où il y aura plus là déjà, c'est un chauffeur qui se comporte un peu comme une voiture autonome. Il faut être clair, il pose pas de questions, le mec. Il a vu la course, il a pris la course. C'est ça, quoi. C'est la course du mois. Ça, c'est parfait. Mais demain, avec les véhicules autonomes, si tu montes dans un véhicule autonome un peu éméché et que tu dis ramenez-moi chez moi, et que tu as en fait combien de kilomètres, 500 km de 500 km. La voiture, elle va pas te dire vous êtes sûr parce que vous avez l'air d'être un petit peu éméché. Non, la voiture, elle va dire pas de problème, on y va, hop là, c'est parti. Le truc, c'est que Uber, c'est génial quand t'es bourré. Oui. Vu que tu prends pas le volant et tout ça pour la sécurité, c'est pas mal. Mais ici, voilà. Je m'interroge quand même sur un petit détail qui a peut-être son importance. Peut-être. À un moment ou à un autre, il a dû communiquer l'adresse où il voulait être ramené, le monsieur. Bah oui, mais il devait quand même être torché.
Sur Uber, je pense. Oui, c'est ça. C'est dans l'appli. Il choisit l'adresse, mais il a mis maison. Mais pour lui, comme il était bourré, la maison, c'était à son code, sans doute. Oui, c'est ça. Sauf que c'était pas son code. C'est ça, voilà. Bon, l'avantage, tu fais ça en Belgique. La Belgique est suffisamment petite que pour que ça te fasse 60 km max. Donc, voilà. Oui, mais enfin, en même temps, ça peut faire des pépettes, quoi. Soyons clairs. Et puis surtout, si le conducteur, le chauffeur Uber te dépose et puis se tire, là, t'es vraiment bien embêté. Là, tu l'as dans le baba, c'est clair. C'est un petit peu, voilà, une histoire plutôt rigolote qui s'est bien terminée. Le chauffeur, à mon avis, doit être content. Ça lui a fait sa semaine. Comme quoi, Uber, ça marche. C'est très bien. Je pense qu'on a bien fait le tour de l'actualité technologique, en tout cas, tel que nos deux zigomards l'ont perçu durant toute cette semaine. Vous en voulez plus? Il faudra attendre un petit peu. Par exemple, la semaine prochaine, avec deux autres chroniqueurs, non, un autre chroniqueur, parce que Xavier sera encore de la partie, je pense, pour le 160e épisode. Ceci clôture le 159e épisode des Technos. C'était avec Xavier, c'est celui-ci, ainsi qu'avec Marc, c'est celui-là. Merci à tous, à très bientôt. Bye bye.